Chiang, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un spécialiste de la Chine et vous pensez que le marché action chinois possède un potentiel intéressant et qu'il est bon d'y investir aujourd'hui. Mais vous dites ça à un moment où la plupart des analystes, des stratégistes, considèrent que la croissance chinoise va ralentir. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire d'avoir cette position en faveur des marchés chinois au moment où on prédit un ralentissement? C'est une très bonne question. En fait, pour moi, j'ai une vue qui est différente de certains de mes collègues. Je pense que plus la croissance se ralentit, meilleur pour le marché. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Chine affiche une croissance à peu près entre 6,5% et 7%. Oui. Et en fait, cette croissance, si on regarde par quoi c'était tiré, il y a une partie 4% qui est par consommation domestique et à peu près 3% par le secteur investissement. Alors l'export ne contribue plus déjà à la croissance. Alors, ça, c'est une donnée intéressante, parce voilà. qu'on a toujours l'idée que c'est l'exportation qui tire la croissance chinoise. Depuis 2010, l'export net ne contribue quasiment zéro à la croissance de la Chine. Donc c'est la conso domestique, 4% sur les 7 et 3% d'investissement. Voilà. Alors, sachant que le secteur investissement représente déjà 50% de l'économie chinoise, ça, c'est pas... Vous savez, 50% du PIB. PIB. Oui, ce qui est considérable. Considérable. Par exemple, la France, je crois, c'est 15%. Dans les pays de l'Europe de l'Est, c'est 20-25%. Oui, donc on a un véritable déséquilibre là pour l'économie chinoise. Tout à fait. Donc, si on continue à avoir la croissance d'un secteur investissement, vous savez, c'est un secteur qui n'est pas très efficace parce que c'est drivé par... Il y a 3 sous-secteurs, infrastructure, immobilier et manufacturing. Donc, on a déjà trop d'infrastructures qui sont développées, en tout cas qui ne sont pas très rentables. Pas très rentables. Aujourd'hui, l'immobilier, il est en bulle en Chine, non? On peut le dire. On peut dire qu'il y a une bulle immobilière en Chine. Voilà. Le prix de mètre carré à Pékin, Shanghai, c'est plus cher qu'à Paris, sachant que les Chinois, en moyenne, ont quand même un salaire moins élevé que les Français. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous voulez dire qu'il faut absolument, et ça a été un des grands thèmes d'ailleurs, ces derniers mois et ces dernières années, rééquilibrer cette croissance chinoise. Voilà. Donc, en anglais, on dit le rebalancing. C'est-à-dire qu'il faut transformer l'économie chinoise vers une demande domestique qui est drivée par la consommation domestique et une émergence de la classe moyenne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le secteur investissement ne contribue plus de 3% des croissances du PIB, si c'est zéro, la Chine aura 4 à 5% de croissance. Pour moi, c'est un bon chiffre. Si on a d'ici 2 ou 3 ans, la Chine a 5% de croissance, drivé par son demande domestique, le marché financier va monter. Oui, mais si on réduit la part de l'investissement aujourd'hui, qui contribue énormément en termes d'emploi, est-ce qu'on ne va pas avoir un affaiblissement de la demande domestique et donc de la conso domestique? C'est une bonne question aussi, parce que pourquoi l'impact sera moins important? Parce qu'il faut regarder la composition démographique de la Chine. Donc la Chine, maintenant, on va rentrer dans une société vieillissante. Avec la politique de l'enfant unique. Avec la politique qui a quand même un petit peu assoupli ces derniers temps, mais ça restait en place. Moi, je suis la première génération de l'enfant unique. Je suis né en 1978. Et après, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en Chine, on n'a pas de chômage. On est en plein emploi. Parce que si vous regardez en Chine, vous demandez aux entreprises chinoises, ils ont de plus en plus mal à recruter. Donc on a des hausses de salaire aussi. Voilà, donc le salaire augmente. C'est-à-dire que même le secteur investissement, il n'y a pas de croissance dans ce secteur, la Chine n'aura toujours pas de problèmes de chômage. C'est qu'on sera toujours en plein emploi avec 5% de croissance. Donc, il y aura moins d'impact sur la consommation domestique. Oui, d'accord. Donc, le secteur de l'investissement continue à employer, a du mal à recruter. Voilà. Donc, de toute façon, même s'il contribue moins à la croissance, il va tourner tout de même à plein régime. Tout à fait, tout à fait. Donc, si je vous suis bien, un ralentissement de l'économie chinoise, s'il découle de ce rééquilibrage, c'est très positif. Très, très positif. Ça veut dire que c'est les mesures et des actions promises par le président Xi depuis 3 ans.
C'est justement, il faut arrêter d'investir dans le secteur non efficace. L'immobilier, ce n'est pas l'efficace, l'infrastructure, ce n'est pas efficace. Oui, mais ça fait 3 ans qu'il le promet et puis il ne tient pas sa promesse. Oui, c'est vrai que quand M. Xi était élu le président et surtout le premier secrétaire du Parti communiste chinois, il a dit que M. Xi, c'est un mélange de 2 personnages politiques étrangers. C'est un mélange de M. Poutine et de M. Reagan aux États-Unis. C'est-à-dire que M. Poutine, pourquoi? Ça veut dire que M. Xi est un super président qui est très puissant, qui concentre les pouvoirs. Et M. Reagan, pourquoi? C'est qu'il est très pro-marché, pour les très pro-activité, pro-business, quoi. Et ce qui se passe depuis 3 ans, qu'on a noté le côté Poutine de M. Xi, on n'a pas encore vu le côté Reagan de M. Xi. Pourquoi? Parce que, vous savez, le pouvoir en Chine était contrôlé par un comité permanent du Parti communiste chinois. Donc ce comité, il y a 7 membres. Ce sont les 7 membres les plus puissants de Chine. Alors ce comité, c'est quoi si on réfléchit? C'est qu'on a un président, M. Xi, qui est peut-être, si on fait parallèle avec la France, c'est que c'est un président élu, c'est élection présidentielle. Ces 7 membres, c'est un petit Sénat, si vous voulez, qui valide tout ce que propose M. Xi. Donc c'est peut-être, on va dire, l'élection législative. Alors, depuis quelques années, M. Xi ne contrôle pas tout à fait ces 7 membres. Il cohabite. Voilà, on peut dire ça. Avec des gens qui ne sont pas de la même sensibilité. Voilà, qui ne sont pas de la même sensibilité. Et en automne 2017, cette année, il y aura 5 membres sur 7 de ce comité permanent qui vont être changés, dont probablement le Premier ministre actuel, qui a toujours une vision un petit peu différente du président. Donc, une fois ce changement passé, je pense que M. Xi, il aura plein pouvoir en Chine qui peut mettre en place les réformes qu'il a promises depuis quelques années. Donc là, la donne politique va changer et donc on va avoir une réelle incidence sur la politique économique. Tout à fait. En Chine. C'est-à-dire que la Chine, il mettra en place des réformes plus libérales, par exemple la réforme des entreprises d'État, des libéralisations de certaines industries, et là, ça va rechanger le paysage de l'économie chinoise. Alors vous faites allusion à la réforme des entreprises d'État, c'est très important ça parce qu'elle pèse 60% de la capitalisation boursière, c'est ça? Oui, c'est très très important. Donc, 60% parce que le marché chinois représente 6,8 trilliards de dollars en capi, mais l'entreprise d'État chinoise, c'est 60% de ça. Donc si on a une réforme de ces entreprises, on va vers plus d'efficience et donc des meilleures performances boursières aussi. On peut l'espérer en tout cas. Ah si vous voulez, c'est quasiment prouvé. Hein. C'est que si on regarde en Angleterre, à une époque, il y a eu une grande vague de réformes d'entreprise d'État, privatisation et incentive de management. Et chaque fois on fait ça, on voit la rentabilité de l'entreprise d'État s'améliore, la bourse Salut, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres arguments que cet argument politique pour aller sur les actions chinoises aujourd'hui? Vous voulez dire à part les... Oui. Si on regarde les fondamentaux de la bourse chinoise, aujourd'hui, on reste à un niveau très très intéressant. Parce qu'en termes de valorisation, de toute façon, si on investit en action, on regarde toujours 2 choses, valorisation et la croissance. En termes de valorisation, on est quasiment au niveau plus bas historique. On est 11 à 12 fois PE. Et en termes de croissance, si on exclut le secteur bancaire, on est à un niveau de croissance de 20% de profit par an. Donc ça veut dire que la Chine aujourd'hui, c'est une histoire de value et de growth, si vous voulez. Le fait que la Chine, les actions chinoises intègrent les indices MSCI, c'est une bonne chose? Ah, très très bonne chose. Ça, c'est très très bonne chose. Vous savez, la Chine était un grand empire. Pour un grand empire, devenir un grand empire, il y a certains critères. La première, c'est qu'il faut que les produits de Chine soient reconnus. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est le Made in China qui est reconnu par le monde entier. Et le deuxième, c'est qu'il faut que les marchés financiers soient reconnus par le monde entier. La première étape passe par une entrée de ce marché dans l'indice MSCI. J'ai une petite question qui a trait au renminbi. Parce que si le renminbi venait à baisser, il a eu
un épisode de baisse il y a quelques mois qui a d'ailleurs un peu agité tout le monde. Est-ce que c'est pas négatif pour les actions chinoises est-ce que ça pourrait pas dissuader les investisseurs de se porter sur les actions chinoises? C'est vrai que quand on investit sur un pays, on investit aussi sur sa devise. Mais ce que je veux dire, c'est que le potentiel de baisse de la devise chinoise, en fait, n'est pas un problème proprement lié à la Chine. Ce qu'ils disent, c'est peut-être contradictoire. En fait, comme la devise chinoise est backée avec l'US dollar. Indexé. Indexé, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que comme le dollar était très fort depuis 3-4 ans, donc comme la RMB est indexée sur le dollar, donc la RMB a mécaniquement monté contre les autres devises. Donc, la RMB a monté contre l'euro, a monté contre le Japanese yen, contre les autres devises émergentes. Donc, si le dollar continue à monter, bien sûr, il y aura des pressions de dépréciation sur la devise chinoise. Et ce qu'on constate depuis le début de l'année, c'est que les devises euro et émergentes, ou d'autres devises, ont plutôt monté contre le dollar. Donc cette tendance de pression sur la RMB est en train de disparaître. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, que la RMB, au lieu de baisser 10% comme promis pas mal de brokers, a monté 1,5% depuis des années. Donc ce risque est moindre par rapport à il y a 6 mois. Quoi. Donc pour vous, c'est pas un facteur de risque trop important aujourd'hui. Actuellement. Voilà. Bon, vous croyez a priori au scénario du rééquilibrage. Vers quel secteur de l'économie chinoise vous vous portez boursièrement parlant pour profiter justement de ce rééquilibrage? En termes d'investissement dans nos fonds, c'est clair qu'on privilégie tout ce qui est de secteurs liés à la consommation domestique. Donc il y a 3 secteurs qui distinguent. Donc il y a consommation domestique, que ce soit de très très bonne qualité, hein, pas des produits de base, mais plus de bonne qualité pour correspondre aux besoins de l'émergence de la classe moyenne. Le deuxième secteur, c'est le secteur des produits pharmaceutiques. Parce que la Chine, il y aura meilleure couverture de l'assurance maladie, tout ça. Oui, il est prévu de mettre en place des systèmes de couverture. Voilà, c'est en place. Santé. Voilà. De toute façon, les Chinois se soignent de mieux en mieux. Quand on a de quoi manger, on se soigne mieux. Et puis, le troisième secteur qu'on aime bien, c'est le secteur Internet, qui est un plein boom. Il y aura des leaders qui vont émerger sur ce secteur, leaders mondiaux, je parle. Alors, on ne connaît pas forcément très bien ce marché chinois. Est-ce que vous auriez un exemple de valeur dans l'un de ces 3 thèmes qui serait assez illustratif du potentiel des sociétés chinoises? Il y a une valeur qu'on aime tout particulièrement depuis quelques années, ça s'appelle le Mutai, je ne sais pas si vous connaissez. C'est dans les spiritueux? Oui, c'est le numéro 1, c'est des alcools blancs basés sur le riz en Chine. À Paris, on trouvera une boutique dans le 13e qui se vend une bouteille à 175 € par bouteille. 175 € par bouteille, c'est pas rien tout de même. C'est pas rien. Mais la demande est tellement forte, la société n'arrive pas à faire face à cette demande. Donc, sur le marché, parmi, on va dire, 5 bouteilles vendues, il y a 4 qui sont des faux. D'accord. Voilà. 4 contrefaçons pour une vraie. Comme la demande est très forte. Donc, la société a une croissance de 30% de chiffre d'affaires et 50% de profit par an depuis quelques années. Alors, les volumes, chiffre d'affaires, c'est combien aujourd'hui à peu près? Le chiffre d'affaires, c'est à peu près 7 milliards de dollars. Le profit, 3 milliards de dollars. Ah oui, c'est très très rentable. C'est très rentable, c'est gros. Hein. Je ne sais pas si c'est le numéro 1 dans l'alcool dans le monde aujourd'hui, mais avec une capi de 90 milliards, oui, ça commence à faire. Et donc, des croissances de 30%. 30% par an. Bon, on voit que c'est... Croissance des vrais, pas des faux. Oui, j'entends bien. Donc, Mutai, c'est un bon exemple. Dernière question. Dans vos fonds, vous allez plutôt sur des blue chips, des grosses capis? Oui, on est investi sur des valeurs très liquides. On va dire 80% à 90% des investissements sont sur des blue chips. Et le reste de 10 à 20%, on est sur des mid cap. On n'est jamais sur des sociétés small cap qui n'est pas liquide. Donc le fonds, si on veut liquider le fonds, faire face à une crise, on peut faire en 1 ou 2 journées. Chiang, j'ai tout de même une ultime question.
est-ce que le resserrement de la politique monétaire américaine, ce n'est pas un problème pour les émergents en général, et en particulier pour la Chine? Ah bah si, c'est un problème pour la Chine, ouais. Ouais. Parce que la hausse de taux aux US, ça pourrait entraîner la hausse du dollar. La dollar qui monte, qui mettra pression sur la Chine sur plusieurs aspects, hein, sur la dépréciation de la RMB, et aussi sur le fait que, vous savez, quand dans l'équilibre de financier dans le monde, donc il faut maintenir un écart de taux entre les pays sous-développement et pays développés. Sachant qu'aujourd'hui, la Chine est quand même à 4,5 le taux à court terme, il y a quand même un coussin de sécurité, mais c'est quand même met la pression sur la Chine. Donc ça, c'est à surveiller, mais aujourd'hui, ça ne vous dissuade pas de recommander les actions chinoises? Je pense que, si vous voulez, la hausse de taux aux États-Unis, c'est quasiment pressé par tout le marché. Et après, quand M. Trump, au début de son mandat, il a promis certaines choses. Une hausse de taux aux États-Unis, hausse de dollar, lancement d'infrastructures. Finalement, on se rend compte, tout ce qu'il a promis, ça va arriver. Ça sera le mot de la fin. Chiang, merci. Bon, merci.